Bonsoir à tous. Alors, nous sommes ravis de vous voir si nombreux ce soir pour cette 11e édition de nos rencontres Je viens de loin, j'écris en français, orchestrée, animée par Bernard Magnier. Ces rencontres, c'est le 14e auteur que nous recevons dans nos murs, hors les murs, pour ce programme qui nous tient particulièrement à cœur parce que l'Alliance française, Paris, les Alliances françaises en général, et elles sont 800 dans le monde, veulent provoquer la rencontre entre les étudiants. Je sais que nos étudiants sont aussi dans la salle. Et ces étrangers provoquer cette rencontre avec la langue française, une langue qu'on veut surprenante, passionnante. Et c'est pour ça qu'on accueille dans nos murs ce soir, et c'est un grand honneur, Akira Mizubayashi, que nous avions rencontré il y a maintenant un peu moins d'un an et qu'on avait souhaité inviter dans nos murs avec l'aide de Bernard. Avant de laisser la soirée se dérouler, je voulais vous annoncer que la prochaine rencontre, qui aura lieu en décembre, sera autour, non avec, mais autour de Samuel Beckett, au Centre culturel irlandais, que le nombre de places est plus restreint qu'ici. Donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement à cet événement. Et je laisse la parole à Bernard et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Flore, bonsoir à toutes et à tous. Je suis moi très, très heureux d'avoir parmi nous Akira Mizubayashi. C'est peut-être l'un des auteurs francophones venus de loin, venus du Japon en l'occurrence, qui correspond très exactement au travail que nous souhaitons faire. C'est-à-dire ces auteurs qui ont, alors pour certains, reçu la langue française, pour certains l'ont choisi. Dans son cas, c'est un vrai choix. Lui-même a écrit un livre qui s'intitule « Une langue venue d'ailleurs ». C'est un titre que l'on aurait pu reprendre pour ces rencontres. Flore Bénard le disait, il y a 14 écrivains qui sont venus à la fois de l'Afghanistan, de la Pologne, de l'Argentine, du Vietnam par la France interposée. Bon, des lieux très, très différents dans le monde. Jusqu'à présent, nous avions reçu aussi Ryoko Sekiguchi, qui vient également donc du Japon. Donc, Akira s'inscrit parfaitement dans cette logique et dans le but que l'on souhaite atteindre avec ces rencontres. Akira est né au Japon, a fait des études qui ne sont pas loin de celles qui sont dispensées ici à l'Alliance française, puisqu'il a étudié dans les années 70 à Montpellier cette spécialité du français qui s'appelle le FLE pour les intimes, c'est-à-dire le français langue étrangère, quelque chose qui est bien connu dans cette maison. Et Akira est revenu ensuite au Japon, puis a fait un nouveau séjour en France, cette fois à l'école normale supérieure. Il a enseigné la langue française et la littérature française à l'université au Japon, à Tokyo. Et il est depuis 2011 un écrivain s'exprimant en français, avec un premier livre qui est en quelque sorte un parcours de vie, qui ressemble un petit peu aux propos que l'on va tenir en ce début de rencontre. Ce livre qui s'intitule « Une langue venue d'ailleurs », c'était en 2011. En 2013, Akira a publié un livre qui s'intitule « Mélodie, chronique d'une passion », Mélodie étant le nom d'une chienne. Et un autre essai a suivi en 2014, Petit éloge de l'errance. Et puis le roman a commencé à faire son apparition dans l'œuvre d'Akira. Un amour de 1000 ans en 2017, en 2018 dans les eaux profondes, et enfin ce tout dernier livre intitulé Âme brisée, qui est aussi un roman, peut-être le plus romanesque de tous ces livres. Parallèlement à cela, Akira avait écrit en japonais dans un premier temps, et il est aussi un passeur de textes, puisqu'il est traducteur du français vers le japonais. Peut-être ma première question sera issue d'une citation. Akira, je vous cite à peu près. Vous dites à plusieurs reprises, sous une forme plus ou moins variable, «
Je suis né à Tokyo à l'âge de 18 ans en français. Une phrase un petit peu curieuse de naître à 18 ans. Donc j'aimerais bien quelques explications à propos de cette phrase. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette rencontre. Alors j'essaie de répondre à ta première question. Je suis né à Tokyo à l'âge de 18 ans, oui. Et c'est à l'âge de 18 ans que j'ai découvert le français, tout simplement. Je veux dire qu'il s'agit véritablement d'une naissance. Je suis arrivé à la langue française à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à faire mes études universitaires. Le français n'est pas enseigné dans l'enseignement secondaire au Japon, donc il a fallu attendre mon entrée à l'université pour que je commence à étudier sérieusement le français. Bon. Comment dire, le choix de la langue française a été motivé, bien évidemment, par une sorte de rencontre qui a été décisive pour moi. Presque un an avant mon accès à l'université, aux études universitaires, je suis tombé sur un texte écrit par un philosophe japonais qui s'appelle Mori Harimasa, ou Harimasa Mori, lors d'un examen blanc. C'était un sujet de japonais, et le texte qui était présenté, c'était un extrait assez important d'un livre qui s'intitule Notre-Dame dans le lointain, et ça a été une sorte de révélation, une illumination. Jusque-là, donc, je travaillais beaucoup comme tous les lycéens japonais à cet âge-là, c'est-à-dire beaucoup d'exercices pour... Voilà, je faisais du bachotage. Et à partir de cette rencontre décisive avec l'auteur de ce texte, Mori Harimasa, et ma vie a changé, a été bouleversée en quelque sorte, parce que j'ai laissé tomber voilà, le bachotage, et je me suis engagé dans la lecture de toute son œuvre. Et jusque-là, j'étais très, très matheux. Je voulais devenir, je ne sais pas, en tout cas, je voulais choisir une discipline scientifique. Donc les mathématiques, c'était une passion quand j'étais collégien et lycéen. Mais donc cette rencontre avec le texte, avec l'univers de Harimasa Mori a fait que, voilà, un mois, il y a eu un changement d'orientation considérable. Et je me suis dit, voilà, je vais suivre ce monsieur. Peut-être préciser que cet homme était japonais, ça on le devine par son nom, mais qu'il enseignait en France, qu'il était enseignant à l'INALCO. C'est ça. Alors, monsieur Mori, c'est un japonais qui, à l'époque, au moment où j'ai découvert son texte, il était professeur de japonais et de littérature japonaise à l'INALCO. Mais très rapidement, j'ai découvert sa biographie incroyable et étrange. Et d'ailleurs, quand j'ai lu un autre livre, bon, la première rencontre choc, c'était avec son œuvre qui s'intitule donc Notre-Dame dans le lointain, mais j'ai lu par la suite beaucoup de livres de lui, et j'ai lu une œuvre qui se présente comme une sorte de journal intime, et j'ai découvert que c'était un japonais un peu particulier, en ce sens que il a commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans, et
C'est un Japonais issu d'une grande famille, disons, aristocratique. Son grand-père, c'était un ancien ministre de l'Éducation nationale à l'époque Meiji. Et donc il a été scolarisé dans une école privée d'inspiration chrétienne. Et c'est comme ça qu'il a eu la chance ou la possibilité d'apprendre le français dès l'âge de 6 ans, ce qui est totalement exceptionnel pour un Japonais. Et donc il a fait du français au collège, il a fait du français au lycée, il a fait du français à l'université, et il a fini par devenir professeur de littérature et de philosophie française à l'université de Tokyo. Et à cause de la guerre, pendant toute sa jeunesse, il n'a pas pu venir en France. Et c'est seulement en 1952, 53, 52, je crois, quelque chose comme ça, déjà quand il avait plus de 40 ans, qu'il a obtenu une bourse française pour venir terminer sa thèse qu'il avait commencée plusieurs années auparavant. Et c'était une bourse d'1 an. Et donc il est venu passer 1 an sous la direction de Jean Val, je crois. Mais au bout d'1 an de séjour à Paris, il n'a pas voulu rentrer. Il n'a pas voulu rentrer à Tokyo parce que, disait-il dans son texte, que malgré ses 40 ans d'apprentissage du français, parce qu'il était déjà professeur à l'université, il avait plus de 40 ans, 45 ans, quelque chose comme ça, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait commencé son apprentissage du français à l'âge de 6 ans, donc voilà, il avait derrière lui presque 40 ans de pratique de la langue française. Mais malgré cela, malgré cette expérience incroyable pour moi et pour beaucoup de Japonais, il a eu le sentiment de ne pas comprendre suffisamment le français après avoir vécu 1 an à Paris. C'est la raison, c'est l'unique raison pour laquelle il n'a pas voulu rentrer au Japon, il a décidé de rester à Paris. Ce qui veut dire qu'il a renoncé à son poste de professeur à l'université de Tokyo, il a renoncé à beaucoup de choses. C'était une décision presque folle. Personne, je crois, ne comprenait cette décision dans son entourage. Et donc, mon premier choc, c'était avec le texte extrait de Notre-Dame dans le lointain, que j'ai découvert lors d'un examen blanc. Mais le deuxième choc, c'était quand j'ai lu dans cette œuvre qui se présentait sous la forme d'un journal intime. Bon, je ne peux pas vous citer textuellement cette page. Il disait à peu près ceci, voilà, je ne comprends pas suffisamment bien la langue française alors que je la pratique je l'apprends depuis l'âge de 6 ans. Il faut que je recommence à zéro. C'est-à-dire, demain, j'irai acheter un manuel scolaire pour les enfants et je recommence à zéro. Et Akira, alors, non, comment il réagit à ça? Parce que là, vous nous expliquez finalement le comment, mais le pourquoi d'aller vers cette langue française. Alors, donc, quand j'ai lu cette page, je me suis dit, par ailleurs, j'étais un très bon élève en anglais. Après 6 ans d'études, 6 ans de pratique en anglais, pratique scolaire, comme j'avais de bonnes notes, je me croyais suffisamment fort, mais je découvre brusquement un monsieur qui dit qu'il ne connaît pas suffisamment la langue française au bout de 40 ans de pratique. Et je me suis posé des questions, mais est-ce que c'est ça, apprendre une langue? C'est aussi mystérieux, aussi profond que cela. Et
voilà, donc j'ai décidé de le suivre, mais il y a un contexte que je dois expliquer. Alors, quand j'étais... donc, le moment où j'ai découvert cet auteur, qui me montrait une profondeur abyssale de l'expérience d'une langue étrangère, je n'étais pas bien en même temps dans ma langue d'origine. Alors certainement c'est lié au contexte extrêmement politisé, politique des années 68, 70. Nous avons eu au Japon aussi un mai 68, et j'étais lycéen, adolescent à ce moment-là, et les événements politiques du monde extérieur, donc il y a des images qui ont circulé dans le monde entier, ces étudiants contestataires, casqués, extrêmement violents, etc. Et ils avaient une façon de parler, discourir de façon, comment dire, une façon de parler très, très particulière. Et cette façon de parler, une sorte, comment dire, une sorte d'agitation linguistique qui... elle a entré, cette façon de parler, elle a entré dans mon lycée. Et brusquement, je découvre dans mon entourage, parmi mes camarades, il y a de plus en plus de jeunes, de lycéens, d'adolescents, de camarades, qui commencent à imiter cette façon de parler des étudiants contestataires, extrêmement violents. Alors, c'est une langue originale, c'est une langue appauvrie, c'est une langue... C'était une langue, à mes yeux, extrêmement appauvrie. C'était des stéréotypes, c'était des imitateurs. Il n'y avait rien de personnel, c'est ce que j'ai senti. Donc, j'étais tout le temps entouré de camarades qui pratiquaient cette imitation linguistique, qui m'a rendu extrêmement solitaire. Je crois que rétroactivement, mon malaise linguistique, mon mal-être linguistique, que j'ai véritablement éprouvé voilà, à l'âge de 17 ans, 18 ans, avant de découvrir l'univers incroyablement profond de Mori Arimasa, j'étais pas bien. Donc dans ce contexte-là, cet auteur qui parlait magnifiquement de la langue française et qui parlait magnifiquement de la culture occidentale et qui écrivait, qui s'exprimait dans un japonais qui ne ressemblait pas du tout au japonais que j'entendais quotidiennement. Et c'est pour cette raison-là que je me suis dit, il y a un exemple extraordinaire devant moi. Voilà, peut-être... Suivons-le. Je vais le suivre. Ouais, et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre le français. Alors, je ne veux pas être ni intrusif ni indiscret, mais il y a deux autres personnes qui me semblent aussi compter dans cette venue vers la langue française. Il y a votre père. Vous en parlez, vous le dites. Je cite un court extrait, c'est à la fin de Petit éloge de l'errance. Vous dites ceci. Vivant pendant la très difficile période de l'avant-guerre qui a vu le Japon s'engouffrer dans la dictature meurtrière, mon père a su se désolidariser de l'unanimisme de la majorité régnante. Je suis né de ce désir-là. Mes deux naissances, l'une biologique, l'autre inscrite dans le choix de la langue française, ont leurs origines dans ce désir-là. C'est la raison pour laquelle j'ose parler de langue paternelle au sujet du français. Langue paternelle n'est pas un concept, c'est tout simplement une manière d'indiquer une proximité réelle, mon inscription identitaire dans une langue laborieusement apprise et amoureusement comprise. Donc le père est aussi responsable en quelque sorte. Oui, mon père ne parlait pas un mot de français, mais ce qu'il m'a transmis, c'est ce que j'appelle le désir de décentrement, le désir de s'éloigner de ce qui est natal, de ce qui est maternel, de ce qui est naturel. Et il m'a montré ce chemin par
son attitude admirable pendant la guerre. Il n'a pas, comment dire, cédé à la folie, comment dire, militaro-fasciste qui régnait à cette époque-là. Et je crois que c'est un Japonais qui a su garder toute sa lucidité pendant cette période extrêmement douloureuse de l'histoire du Japon contemporain. Et pour savoir garder sa lucidité, nécessairement il a dû se décentrer par rapport à ce qui était admis comme valeur essentielle. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai écrit cette page. Et puis d'ailleurs, quand j'ai commencé à apprendre le français, quand j'ai vraiment commencé à m'engager dans cette voie, dans un premier temps par la voie des leçons de français qui étaient données à la radio, parce que l'université où j'étais inscrit n'était pas encore en mesure de recevoir ses étudiants dès le mois d'avril. L'année universitaire au Japon commence en avril, et donc normalement les cours devaient commencer en avril, mais au mois d'avril, donc tout de suite après mon inscription, le président de l'université nous a écrit à tous ses étudiants comme quoi l'université n'était pas en mesure de nous recevoir, donc il fallait attendre pendant 2 mois à la maison, et nous avions la liberté totale pendant ces 2 mois. Et j'avais vraiment hâte d'apprendre le français, et donc je ne pouvais pas attendre le 1er juin, le début des cours à l'université, et j'ai cherché des moyens, et c'est à ce moment-là que mon père me dit tu sais, il y a des leçons de français à la radio, ça coûte rien, et il y a une brochure qui accompagne, qui est publiée 1 fois par mois, donc tout le programme de chaque mois est condensé dans cette espèce de brochure. Donc j'ai acheté le numéro du mois d'août, du mois d'avril, et j'ai commencé à écouter les leçons. Et donc la première semaine est passée, donc la première diffusion de la leçon de français niveau élémentaire, c'était vers 7h30 du matin. Il y avait une reprise vers 11h du soir. J'ai écouté les deux émissions, parce qu'une émission, ça ne me satisfaisait, je sais pas, c'était pas suffisant apparemment, ça ne me comblait pas. Donc j'ai écouté la reprise aussi, et au bout d'1 semaine, je dis à mon père, c'est dommage, toutes ces émissions que j'ai écoutées, c'est bien parce que dans chaque émission, il y a un Français et une Française, et puis l'ensemble est animé par un professeur japonais, un célèbre grammairien japonais, et surtout ce qui était intéressant, toutes les phrases et puis le texte était lu par les 2 invités français. Et au bout d'1 semaine, donc, je dis, il n'y a plus la possibilité de réécouter ces émissions, c'est bien dommage. Alors à ce moment-là, ma plainte n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. Au bout de 2 semaines, quelque chose comme ça, j'ai reçu à la maison un énorme magnétophone Sony. C'était un cadeau de la part de mon père. Et à l'époque, un magnétophone, c'était pas donné. Ça représentait peut-être un tiers du salaire de mon père. Donc j'ai senti tout le poids du geste paternel. De l'investissement. L'investissement, oui, au double sens du terme. Et voilà, c'était un immense encouragement. Au lieu de me stopper, au lieu de me décourager, il m'a toujours encouragé dans cette voie-là. Il a bien fait, le papa, quand même.
Mais en tout cas, voilà, c'est en pensant à cet encouragement paternel aussi que je qualifie le français de langue paternelle. Alors, 40 ans plus tard, ou à peu près, vous allez publier votre premier livre en français. Il y a des auteurs français qui ont jalonné ce parcours et que vous retenez, qui ont été essentiels dans votre apprentissage de la langue et de la littérature et du goût de la littérature. Alors, à l'université, au bout de 3 ans, 4 ans, pour avoir le diplôme universitaire, dans l'université où j'étais, il fallait rédiger un mémoire de licence d'une centaine de pages. Donc il fallait lire, tout spécialement un auteur. Et j'ai choisi le XVIIIe siècle. Et j'ai choisi notamment Rousseau, l'œuvre de Rousseau. Et évidemment, en 4 ans, je ne pouvais pas lire toute l'œuvre de Rousseau, mais j'avais lu les 2 discours, j'avais lu Émile, j'avais lu les Confessions, j'avais lu les Rêveries aussi, j'avais lu la Nouvelle Héloïse, donc suffisamment de livres et de lectures, donc ça m'a permis de rédiger un mémoire de licence sur Rousseau en français. Oui. Oui. Je venais de faire un séjour, mon premier séjour en France, à Montpellier, qui a duré 2 ans et 3 mois. Donc voilà, j'ai essayé de rédiger ce mémoire en français. Oui. D'autres auteurs Alors, évidemment, au XVIIIe siècle, j'ai découvert, après Rousseau, il y a cet immense auteur qui est Diderot, Montesquieu, Voltaire, et puis j'ai élargi petit à petit mon horizon, j'ai découvert Stendhal en français, parce que le Stendhal, je l'avais découvert quand j'étais au lycée, dans la traduction japonaise. C'est un des premiers auteurs français que j'ai lu avec passion, mais c'était en japonais. Donc j'ai découvert Stendhal, j'ai découvert Flaubert, Zola, et puis plus tard, quand j'étais étudiant en doctorat, en maîtrise en doctorat, j'ai découvert Céline, j'ai découvert Proust, j'ai découvert quelques auteurs du XXe siècle, oui. Alors on a vu un petit peu votre cheminement vers la langue française, les personnes qui ont compté. Pour l'écriture, il y a des bonnes âmes aussi qui se sont portées sur votre travail. Je pense à quelqu'un comme Pontalis, je pense à quelqu'un comme Pennac. Vous pouvez nous dire un petit peu la place qu'ont tenue ces 2 personnes, ces 2 écrivains, philosophes pour l'un, romanciers pour l'autre, dans votre trajectoire d'écriture? Alors, mon premier éditeur, celui qui a édité Une langue venue d'ailleurs, c'est J.B. Pontalis, Jean-Bertrand Pontalis, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Alors, j'avais lu quelques articles de lui, en particulier le texte que je me rappelle avec une grande émotion, c'est la préface qu'il a écrite pour les Confessions de Rousseau dans la collection Folio. Et puis, quand on est étudiant en lettres, on finit par consulter un jour ou l'autre son dictionnaire de psychanalyse. Donc, je le connaissais. Et quant à Daniel Pennac, je n'avais jamais lu ses romans, jusqu'au jour où je l'ai rencontré à Tokyo, au cours d'une journée d'études qui avait réuni 200 professeurs japonais et donc l'association de professeurs de français au Japon a eu l'idée d'inviter Daniel Pennac pour qu'il fasse une conférence parce que c'était le 20e anniversaire de l'existence de cette association. Et donc un jour, Daniel avait une journée complète de liberté et on m'a proposé de l'accompagner et nous nous sommes promenés ensemble une journée entière et voilà, c'est mystérieux, hein, une rencontre, il y a quelque chose qui est passé entre nous
Et à la fin de la journée, alors qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un de l'ambassade, il a voulu prolonger comment dire, notre promenade jusqu'à la dernière limite. Et chacun, moi j'ai senti qu'on avait du mal à se quitter. Voilà. Et notre amitié date de cette journée de promenade. Et après son retour, c'était à l'époque où il terminait son essai narratif, son roman ou son essai narratif, qui s'appelle Chagrin d'école. Et un jour, c'est lors d'une conversation par Skype, il me dit, mais si tu traduisais ce livre en japonais. Il a dit cela parce que j'étais à l'époque professeur dans une université, je ne me rappelle plus, est-ce que c'était à Sofia ou à l'université des langues étrangères, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'étais chargé de préparer un colloque sur l'enseignement de la littérature. Et nous avons abordé cette question ensemble avec Daniel. Et précisément, dans Chagrin d'école, il y a quelque part cette dimension-là, l'enseignement du français et puis l'enseignement de la littérature. Et donc, je ne suis pas un traducteur professionnel, mais sa proposition de traduire son roman m'a touché. Donc, je me suis embarqué dans cette aventure et donc j'ai beaucoup travaillé pour traduire ce livre. Daniel dit qu'il a mis 4 mois pour l'écrire en plaisantant, parce que il a mis, d'une certaine façon, il a mis 20 ans pour l'écrire, mais le temps qu'il a consacré, le temps qu'il a consacré proprement à l'écriture, il m'a dit que c'était 4 mois, et moi j'ai consacré 2 ans à traduire son livre. Et donc ce travail de traduction nous a rapprochés, et je suis venu passer plusieurs fois chez lui. J'ai fait 2 ou 3 séjours chez lui pour améliorer ma traduction, pour lui poser des questions. J'ai d'ailleurs une vingtaine d'enregistrements de notre discussion sur ma traduction de Chagrin d'école. Et un jour, j'attendais qu'il se lève, je suis matinal, plus matinal que Daniel, donc il se lève après moi, et donc j'attendais qu'il se lève, j'étais dans une pièce où il y a énormément de livres, une grande bibliothèque, et je ne sais pas pourquoi j'ai pris un livre, c'était un livre de M. Pontalis, L'amour des commencements. Et j'ai commencé à le lire, et là-dessus, Daniel arrive, et il me demande si je le connais. Je lui dis oui, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu quelques textes de lui, et puis j'ai souvent consulté son dictionnaire, etc. Et il me répond, il se trouve, voilà, c'est mon meilleur ami. JB, c'est un de mes meilleurs amis, donc je vais l'appeler demain, et puis on va dîner ensemble. Et tout de suite, oui, il n'a pas attendu le lendemain, il a téléphoné à JB Pontalis tout de suite. Qui est devenu votre éditeur. Le rendez-vous a été pris, et le lendemain, nous avons dîné ensemble chez Daniel. Et c'est au cours de ce dîner, voilà, donc j'ai fait la connaissance de M. Pontalis. Et M. Pontalis m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours. Pourquoi un Japonais qui habite à 10 000 km de Paris a-t-il décidé d'apprendre le français comme ça, qui est
qu'est-ce qui est à l'origine de votre décision, etc. Voilà, ce genre de questions. Alors j'ai essayé de répondre à toutes ces questions, et à la fin du repas, il me dit, avec tout ce que tu dis, il y a de quoi écrire un livre. Et c'est celui-ci. Et c'est comme ça que mon premier livre est né, Une langue venue d'ailleurs. Il y a une expression que vous utilisez, j'aimerais la rapprocher d'un autre auteur. Vous dites que vous êtes un locataire de la langue française. Il y a un écrivain congolais qui est Sonny Laboudansi, qui vient de Brazzaville, qui dit exactement la même chose. Ah oui. Il dit ceci: nous sommes locataires de la langue française. Il parle des écrivains francophones. Nous payons régulièrement notre loyer. Mieux même, nous contribuons aux travaux d'aménagement de la baraque. Nous sommes en partance pour une aventure de copropriété. Je voudrais bien avoir votre avis sur... Alors, que vous soyez tous locataires, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression de participer aux travaux d'aménagement de la baraque? Est-ce que vous envisagez aussi une copropriété? Alors, le mot propriétaire me gêne. Personne n'est propriétaire d'une langue. Je crois que c'est un espace... Vous voyez la démarche, c'est-à-dire de passer du statut de locataire... Oui. Bon. Donc je ne serai jamais propriétaire, ni copropriétaire, à mon avis. Une appropriation? Parce que être copropriétaire, ça suppose qu'il y a des propriétaires. Alors... les travaux d'aménagement de la baraque. Oui, parce que être locataire, c'est habiter l'espace d'un appartement et s'approprier peu à peu cet espace. Mais je ne parlerai pas de travaux d'aménagement comme si on transformait la structure de l'appartement. Je n'ai pas cette prétention-là. En tout cas, quand je dis je suis locataire de la langue française, je veux dire deux choses, je crois. J'ai le sentiment d'habiter cette langue. Voilà, j'habite dans un appartement et j'habite dans un espace qui s'appelle le français et j'ai le sentiment de l'habiter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, contrairement à l'idée d'appartement, cet appartement est immense. Cet appartement est immense, cet espace est immense, et j'ai le sentiment d'explorer cet appartement quand, par exemple, quand je suis invité pour la première fois chez un ami, ce qui m'est arrivé il y a 15 jours, je suis allé voir mon éditeur en Touraine et ce qu'il a fait en premier, il m'a fait visiter son appartement et on a fait le tour du propriétaire ensemble. Voilà. Alors, donc ce que je fais en habitant dans cet espace, j'essaye d'explorer cet espace le mieux possible, de le connaître, mais comme on ne peut pas être, comment dire, à la fois partout, comment dire, ma connaissance de cet espace ne sera jamais parfaite. Donc, c'est l'idée d'exploration qui me plaît. En tant que locataire, j'explore cet espace immense qui est au-dessus de moi, qui me dépasse, parce qu'une langue est toujours supérieure à ses locuteurs. Et donc le sentiment d'habiter une langue, et puis le sentiment d'explorer cette langue,
et cette exploration étant, comment dire, infinie. Alors, je vous propose de dire quelques mots sur chacun de vos livres publiés en français. Alors, le premier, Une langue venue d'ailleurs. En gros, nous venons de l'explorer, ce livre. C'est un petit peu ce que vous venez de nous raconter qui est dans celui-ci. Donc, je ne reviens pas sur ce premier livre, préfacé par Daniel Pénac. Et le second, alors, Mélodie, avec un sous-titre qui est très important, Chronique d'une passion. Et Mélodie, je le disais tout à l'heure, c'est pas un personnage, c'est une chienne. Oui. Alors, il faut que je vous dise une chose, c'est que contrairement à beaucoup d'écrivains français d'origine étrangère, je ne vis pas en France. Je ne vis pas dans l'espace francophone. Je continue à vivre à Tokyo. Je continue à travailler à Tokyo. Donc, après la publication d'Une langue venue d'ailleurs, j'aurais pu m'arrêter là. C'était une proposition absolument extraordinaire, une incitation merveilleuse de la part de M. Pontalis, mais comme j'avais écrit avant de publier Une langue venue d'ailleurs 6 livres en japonais, 6 essais en japonais, dans le domaine de la critique littéraire, et j'aurais pu m'arrêter là. Mais il se trouve que j'ai continué. Voilà, j'en suis à mon 6e livre. Et pourquoi Pourquoi j'ai décidé d'écrire Mélodie? Bon, évidemment, ce livre a rencontré un certain succès. Bon, ça m'a fait plaisir, et puis j'y ai pris goût, et puis j'ai eu un encouragement de la part de Daniel et de la part de M. Pontalis aussi. Il y a ça, mais ce qui a été décisif, c'est que il y a eu la catastrophe de Fukushima. Alors, mon premier livre, Une langue venue d'ailleurs, a été publié en janvier 2011. Et j'étais encore à l'université à cette époque-là, donc je n'ai pas pu venir au mois de janvier en France. Il a fallu que j'attende le mois de mars. Et j'ai pris l'avion le 11 mars. Et donc, je n'ai pas senti la terre trembler. Et c'est en arrivant à Roissy que j'ai vu ces images terrifiantes, le tsunami qui engloutissait tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Et quand j'ai vu comment ça se passait, comment les Japonais vivaient cette catastrophe, surtout la catastrophe nucléaire, hein, et puis comment les autorités japonaises essayaient de réagir par rapport à cet événement. Voilà, j'ai un peu, à l'image de mon père, j'ai voulu m'éloigner, me décentrer par rapport à ce qui se passait au Japon. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer à écrire en français dans ces conditions-là? Et c'est comme ça que j'avais commencé à écrire quelques pages sur Mélodie, mais voilà, j'ai eu la confirmation de la légitimité de cette décision quand je suis rentré au mois d'avril. Donc j'ai passé tout le mois de mars à Paris et je suis rentré à Tokyo au mois d'avril. Et puis voilà, donc j'ai vécu l'après
après Fukushima, en 2011, 2012, et donc pendant presque un an, donc entre mai 2011 et juin 2012, je me suis consacré à l'écriture de mélodies. Alors, maintenant, il faut que je parle du contenu de ce livre. Alors, Mélodie, c'est une chienne, une Golden Retriever, avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois. Et je l'ai perdue en 2009. Et après sa disparition, j'ai été fortement perturbé. Et elle revenait me voir chaque nuit. Voilà, j'avais des hallucinations aussi. Je croyais entendre ses pas, et puis je voyais un peu comme ça des apparitions de mélodies. Et j'en ai parlé à M. Pontalis, et M. Pontalis me dit, lui aussi, dans son enfance et dans son adolescence, dans sa jeunesse, il a eu plusieurs chiens, et donc de temps en temps, nous avions une conversation sur nos chiens. Et il y a cette raison-là aussi qui a fait que j'ai été encouragé par lui à écrire mon expérience de vie avec Mélodie. Et donc c'est un livre qui raconte la vie et la mort d'un animal. Et c'est l'unique animal de compagnie que j'ai eu. Je l'ai perdu il y a 10 ans. Mais n'a pas été remplacé. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais le sentiment d'avoir appris énormément de choses en vivant avec elle. Non pas sur la condition animale, mais sur la condition humaine, ou plutôt sur ce qui nous sépare de la condition animale. Et évidemment, pendant les 3 premiers mois, j'ai été son maître. Il fallait qu'elle apprenne absolument à vivre avec les humains. Donc il fallait qu'elle apprenne un certain nombre de règles pour vivre en paix dans la société, avec les humains. Donc pendant 3 mois, je me suis occupé de son éducation. Mais après cette période passée, elle a été une élève remarquable. Voilà, c'est peut-être une de mes meilleures étudiantes que j'ai eues dans ma carrière d'enseignant. Elle a été remarquable. Mais donc pendant ces 3 mois, j'étais son maître, mais cette période passée, je suis devenu son élève. C'était elle qui était mon professeur, parce que elle m'envoyait des signaux. Il fallait que je les comprenne. Il fallait que je sois, comment dire, à la hauteur de son enseignement, voilà. Donc j'ai écrit ce livre. Donc c'est un récit, mais ce récit est parsemé d'extraits d'un journal fictif que j'ai inventé. Voilà, ce sont des moments, il y en a 7, je crois, 7 extraits. Ce sont des moments où le récit s'arrête et le narrateur réfléchit sur la condition humaine, sur la condition animale, sur différents sujets qui concernent, voilà, qui sont suggérés par la vie avec
avec Mélodie. Et à la fin de ce livre, je vous ai parlé de Fukushima tout à l'heure, et à la fin de ce livre, je suis arrivé à ce sujet-là, parce que il y a quelques pages qui sont consacrées aux animaux de Fukushima. J'ai vu des photos prises par des photographes professionnels qui sont allés à Fukushima et qui ont photographié des animaux qui ont été abandonnés là-bas. Et quand j'ai vu ces photos et quand j'ai vu certains animaux photographiés par en particulier 2 photographes japonais et par un photographe français aussi, dans le regard de certains animaux, un chien, une vache, un cheval, j'ai retrouvé le regard de Mélodie. Donc, voilà, j'ai pu terminer ce livre qui a été commencé un peu sous le signe de Fukushima, par quelques pages consacrées aux animaux de Fukushima, auxquels je suis devenu sensible, je crois, grâce à la vie que j'ai eue avec Mélodie. Alors on va poursuivre l'exploration de votre œuvre. Il y a entre deux un livre consacré à l'errance. Je le laisse de côté pour passer à la partie romanesque, plus romanesque en tous les cas de votre travail, avec Un amour de 1000 ans. Alors cette fois, on est dans la fiction, on retrouve un professeur de lettres qui a enseigné à Tokyo, mais qui vit avec son épouse qui est malade, gravement malade, à Paris, et qui reçoit un courrier d'un très ancien amour de 30 ans, une jeune fille à l'époque, Clémence, qui était cantatrice dans un opéra, Les Noces de Figaro, et qui invite cet homme, donc 30 ans après, à venir voir une nouvelle mise en scène des Noces de Figaro. Alors là, on est complètement dans la fiction, mais en même temps, il y a des parallèles avec ce que vous venez de nous raconter. Un professeur de littérature, Tokyo, on est à Paris, on est dans la fiction, on est où on est... Oui, c'est une fiction, oui. Il y a un personnage qui me ressemble un peu... Mais il y a quelques éléments autobiographiques que j'ai mis dedans, mais c'est une fiction. Et il y a la musique. Oui. Alors, j'ai publié mes 2 premiers livres. J'ai eu cette chance inouïe de les publier dans la collection de M. Pontalis, qui s'appelle L'un et l'autre. L'un et l'autre. Alors, quand M. Pontalis m'a invité à écrire Une langue venue d'ailleurs, il m'a dit, voilà, la collection s'intitule L'un et l'autre. Dans ton cas, l'un, c'est toi, l'autre, c'est le français. Voilà. Et j'avais bien compris cette leçon de M. Pontalis, mais dans Une langue venue d'ailleurs, il y a d'autres couples qui apparaissent. Par exemple, au niveau des grands maîtres que j'ai eus, il y a 2 professeurs de littérature française qui m'ont marqué. D'une part, Jacques Proust, qui était professeur à Montpellier, d'autre part, Jean Starobinski, professeur à Genève. Donc je parle de ces deux maîtres sans qui je ne serais peut-être pas là. Alors, donc, dans mon esprit, l'un et l'autre, c'est... voilà, il y a plusieurs niveaux, et Jacques Proust et Jean Starobinski, ça constitue un couple, en quelque sorte, indiqué par l'expression l'un et l'autre. Il y a un autre couple mythique pour moi, et d'ailleurs ce couple est reproduit en quelque sorte sur la couverture dans l'édition originale. C'est d'une part Rousseau, mon auteur, une sorte de, pour moi, étoile polaire,
Quand je commence à réfléchir sur un sujet, je pense à lui, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Bon, donc c'est en ce sens-là que c'est une sorte de référence, parce que c'est un homme universel, il a réfléchi à tout d'une certaine manière. Donc c'est Rousseau. Et une autre grande figure, c'était Mozart pour moi. Donc Mozart et Rousseau, deux sommets du XVIIIe siècle pour moi. Donc il y a sur la couverture, il y a un manuscrit autographe une reproduction du manuscrit autographe de la Nouvelle Héloïse, et puis la première page des Noces de Figaro. Alors, donc j'en viens à Mozart. J'ai découvert les Noces de Figaro de Mozart quand j'avais 17 ans, 18 ans, entre 16 ans et 18 ans, disons. Ça a été une révélation, ça m'a paru comme un miracle pour moi. Et j'avais été initié à l'opéra par mon frère, parce que lui, quand il était lycéen, il y avait miraculeusement un club d'opéra, donc il a chanté Don Giovanni, il a dirigé le Barbier de Séville, etc. Donc sous l'influence de mon frère, voilà, j'avais été initié à ce genre musical, et très vite, les Noces de Figaro sont devenues une grande référence pour moi, et donc je n'ai pas arrêté d'écouter, de réécouter cet opéra pendant toute ma jeunesse, et puis jusqu'à nos jours, je continue à écouter. Et un jour, je me suis dit, est-ce que j'aurai le bonheur d'écrire quelque chose sur cet opéra? J'étais déjà prof, et voilà, j'avais commencé à écrire des articles sur le XVIIIe siècle. Donc écrire, ça faisait partie de mon travail. Et je me suis posé cette question, est-ce que j'aurai le bonheur d'écrire un jour sur cet opéra? Et j'ai écrit dans un premier temps, je sais pas, 25 ans après, cette question que je me suis posée. J'ai eu la chance de publier un livre entièrement consacré aux Noces de Figaro, mais comme c'est un livre de critique littéraire, de critique musicale, c'est pas du tout une fiction, c'est un essai, oui, c'est un essai, lecture politique des Noces de Figaro, mais au ras du texte, et puis en citant énormément de portées de musique, en se référant à la fois à la matérialité sonore de la musique, et puis à la fois au texte de Da Ponte. Et donc j'ai réalisé cet essai en 2007, je crois. Et quand j'ai fini donc Mélodie, je me suis dit, peut-être je peux reprendre l'idée d'écrire sur les Noces de Figaro. Monsieur Pontalis était toujours en vie. Donc, écrire, pour moi, c'était pour lui. Donc, je pensais à la collection l'un et l'autre. C'est une collection d'essais, mais pas de fiction. Et en janvier 2013, malheureusement, monsieur Pontalis nous a quittés. Et je me suis... voilà, j'ai perdu mon père en quelque sorte. Je suis devenu orphelin. Et quelque pages
sur les Noces de Figaro était déjà écrite, mais après la disparition de M. Pontalis, la collection l'un et l'autre a été fermée. C'était son vœu d'ailleurs, parce qu'il considérait cette collection comme faisant partie de son œuvre. Donc personne ne reprenait cette collection. Donc la collection a été fermée. Donc, mais quelques pages que j'avais écrites sur les noces ont perdu la destination. Donc voilà. Mais assez rapidement, Roger Gronier, qui était son voisin de bureau, s'est présenté à moi très gentiment et il a dit « Maintenant, c'est moi qui vous lis ». Et puis, presque en même temps, un ami très très proche de Daniel, qui est maintenant mon éditeur, Jean-Marie Laclavetine, lui aussi, il m'a dit « Maintenant, si tu veux, je peux te lire ». Voilà, donc il y a deux éditeurs incroyables pour moi qui se sont présentés à moi. Donc, à partir de ce moment-là, la destination, ce n'était plus l'un et l'autre, c'était la Blanche. Donc, il fallait que j'écrive une fiction. Donc, écrire une fiction autour des Noces de Figaro, c'est devenu un projet très, très stimulant. C'est là où vous avez tramé cette histoire d'amour avec voilà, 30 ans. Comment parler de la magie de cet opéra, de la puissance miraculeuse de cet opéra, sous la forme d'une fiction. Donc j'ai dû inventer des histoires d'amour. Alors, on va laisser un livre qui s'appelle « Dans les eaux profondes, le bain japonais », où vous explorez justement le bain japonais. Vous faites une sorte d'aller-retour entre la culture occidentale et la culture japonaise, ou la culture japonaise et la culture occidentale, avec le bain comme référent. Et je voudrais qu'on parle de ce dernier roman, de ce dernier livre, pardon, donc de ce roman « Âme brisée ». Alors là, vous nous emmenez à Tokyo, au début du livre, on est en 1938. 4 musiciens sont en train de répéter. Le chef est un professeur d'anglais et il y a 3 musiciens qui sont 3 musiciens chinois. Et musiciens amateurs. Oui. Et font éruption dans cette pièce des militaires qui vont s'emparer du père du professeur, mais du père aussi d'un jeune enfant qu'il a pris soin de cacher dans un placard. Donc l'enfant va assister au rapt, en quelque sorte, de son père, et en même temps au fait que ces militaires vont briser le violon, d'où le titre « Âme brisée ». L'âme, vous jouez sur la dualité du mot « âme » en français, l'âme étant aussi la petite pièce de bois qui retient les cordes d'un violon. Et voilà ce que vous dites presque au début du livre, pour qu'on entende aussi un tout petit peu votre voix. C'est environ 50 lignes après le début du livre. C'est ce que voit l'enfant depuis son placard. Une tête d'homme coiffée d'un képi de la même couleur que l'uniforme apparaît devant mes yeux. À contre-jour, elle est voilée d'une ombre épaisse. Mes yeux, maintenant grands ouverts, rencontrent les siens. Je crois pouvoir reconnaître un discret sourire qui s'esquisse et qui se répand autour de ses yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire mal? Il va me sortir de force de cette cachette? Je me blottis davantage sur moi-même. Soudain, il se penche de côté et se baisse un peu, puis il se relève aussitôt avec dans la main le violon abîmé qu'il a posé sans doute il y a quelques instants sur le banc juste à côté de l'armoire où je suis réfugié. Tout à coup se fait entendre une voix d'homme forte et pressante se rapprochant rapidement. « Kurokami, Kurokami !» Machinalement, il tourne la tête comme s'il se demandait d'où venait exactement la voix, comme s'il cherchait à identifier l'auteur de l'appel, tandis qu'une crispation nerveuse parcourt son visage. Il me tend sans mot dire le violon cassé, presque aplati, qui, avec ses 4 cordes dessinant un contour bombé, revêt dans l'obscurité l'allure d'un petit animal agonissant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, j'hésite, mais finalement, je prends l'instrument endommagé, craintivement, avec mes 2 mains. Voilà le début de ce roman, qui aura un rebondissement
beaucoup plus tard, parce qu'on va se retrouver cette fois à Remiremont, dans les Vosges, dans les années 50, où on va retrouver un couple très complémentaire, puisque l'un est luthier et la femme est archetière. Donc l'un ne va pas sans l'autre, ou du moins l'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors l'idée de ce roman, ça vient d'où? Parce que là, pour le coup, vous partez dans le romanesque pur. On a bien compris que tout à l'heure, Un amour de 1000 ans, c'était Mozart qui était là, les Noces de Figaro qui tramaient l'ensemble. Là, vous partez... alors la musique est toujours présente, il y a toujours le violon qui sert de lien, mais le romanesque est plus pur, si j'ose dire. Ah. Alors, c'était en septembre 2017. Comme je vis à Tokyo et je viens passer 2 mois, 3 mois chaque été, disons 3 mois, à la fin du mois de septembre, je suis allé voir mon éditeur, Jean-Marie Laclavetine, pour lui dire au revoir. C'est à ce moment-là qu'il m'a demandé si je ne voulais pas participer à un ouvrage collectif qu'il préparait sur la fin de la Grande Guerre, sur l'armistice. Ah, c'était hier. Donc il s'agissait d'un ouvrage collectif réunissant une trentaine d'écrivains essentiellement français, avec quelques participations étrangères. Donc il voulait, il souhaitait que je participe à ce projet, et je lui ai répondu oui, sans savoir très bien ce que j'allais écrire. Oui. En général, j'accepte toutes les invitations, toutes les propositions, comme la proposition de Bernard pour ce soir, c'est parce que c'est une occasion d'enrichissement. Donc, avec ce projet, je suis rentré à Tokyo et j'ai commencé à travailler sur ce sujet, et j'ai commencé surtout à me documenter sur la fin de la Grande Guerre. Et au cours de ce travail de documentation, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris en particulier le fait que le jour même de l'armistice, c'est-à-dire le 11 mars, le 11 novembre, lapsus, le 11 novembre 1918, il y a eu plus de 2000 morts. Et le dernier soldat français qui est mort, qui a été tué, il s'appelle, je crois, Augustin Trébuchon, et lui, il est mort 5 ou 6 minutes avant la cessation des hostilités. Et quand j'ai appris ce fait historique, très curieusement, c'est peut-être pas curieux, mais en tout cas, il y a une expression japonaise, un mot japonais qui m'est venu à l'esprit. Il y a quelques japonais dans la salle, donc je dis l'expression en japonais aussi, c'est shindemo shinikinerai. Ça veut dire même si je meurs, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Ou je suis bien mort, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et parce que le destin tragique d'Augustin Trébuchon, s'il avait attendu 5 minutes de plus, il aurait survécu. Il venait d'apprendre la bonne nouvelle, la fin de la guerre. Il a sauté de joie, il est sorti de ses tranchées. Il voulait annoncer la bonne nouvelle à ses camarades en disant il y aura une bonne soupe pour tout le monde. Il a été tué comme ça. Alors, c'est l'idée d'un fantôme.
c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir alors qu'il a été tué, c'est l'idée d'un fantôme. Et quand j'ai pensé, tiens, Augustin Trébuchon, c'est un fantôme. Et j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima pour revoir ce qu'on appelle les ombres portées d'Hiroshima. Vous savez, en 1945, le 6 août 1945, vers 8 heures du matin, la bombe a éclaté. Et il faisait très beau ce jour-là, et un homme était assis devant une banque japonaise. Et au moment de l'explosion, cet homme s'est évaporé. Rien ne reste de lui, bien évidemment. Il a laissé son ombre. Il y a une ombre qui a été imprimée sur la pierre, et cette pierre a été conservée au musée d'Hiroshima. J'ai éprouvé le besoin d'aller voir cette ombre, et j'y suis allé, et j'ai passé 3 jours à Hiroshima avec mon épouse, et voilà, c'est une ville bourrée de fantômes. Le livre est dédié à tous les fantômes du monde. Voilà. Et c'est à ce moment-là, bon, c'est à Hiroshima que j'ai fini ma contribution, qui porte d'ailleurs pour titre Shindemo Shinikirenai, le titre en japonais. C'est à Hiroshima que j'ai fini ma contribution, et c'est à Hiroshima que l'idée de ce roman est venue m'habiter. J'ai vu tout de suite un violon détruit par la police militaire. Et puis, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mourir. J'ai vu tout de suite l'armature générale de ce roman. Et en rentrant à Tokyo, j'ai commencé à l'écrire. Et j'ai voulu raconter l'histoire d'un fantôme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas aller jusqu'au bout de sa mort. Un fantôme qui peut être qui peut être considéré comme le représentant de tous les fantômes du monde. Et dans mon roman, il y a beaucoup de fantômes. Il y a peut-être, puisque on parle de Hiroshima dans ce roman, et puis on parle du bombardement massif de Tokyo, qui a eu lieu le 10 mars 1945, qui a provoqué en une nuit 160 000 morts, autant de victimes qu'à Hiroshima. Ce sont des fantômes pour moi. Mais le fantôme, plus concrètement dans ce roman, il y a un personnage, et puis peut-être un deuxième personnage, le lieutenant. Voilà. J'ai voulu raconter l'histoire d'un fantôme, et puis comment par quel travail le fantôme peut réellement disparaître. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est votre premier vrai roman ? Préalablement, les livres étaient encore liés à l'essai, liés à une réflexion autour d'un sujet, autour de Mozart, autour des noces, Je ne sais pas. Et là, j'ai l'impression que pour moi, Un amour de Milan, c'est un roman aussi. Oui, c'est un roman. Mais il est vrai qu'il y a davantage d'éléments autobiographiques. Alors que dans Un brisé, il n'y a rien d'autobiographique. Tout a été inventé. Non seulement l'autobiographie, mais aussi la présence de Mozart et des noces de Figaro dans le premier, qui était quand même là, très, très... Vous nous renseignez beaucoup aussi sur les noces. On peut mettre des œuvres réelles, des compositeurs réels, des romanciers réels dans un roman. Bien évidemment. Oui. Ouais. Mais là, vous voulez... Kundera parle beaucoup de Beethoven dans l'immortalité. Oui. J'ai l'impression que vous avez... je sais pas, lâcher la bride un petit peu du romancier. Non, je me trompe peut-être, oui. Non. C'est vrai qu'il y a davantage d'éléments autobiographiques et c'est vrai que le personnage principal dans Un amour de Milan, c'est un professeur de français, c'est en japonais, et puis voilà, il y a beaucoup d'éléments de moi, il y a beaucoup de moi dedans. Mais puisque j'ai écrit Un brisé, il y a beaucoup de moi dedans aussi, sans doute. Mais au niveau des faits racontés, il n'y a rien qui soit autobiographique. Et peut-être au niveau des personnages,
il y a dans le personnage du père, il y a peut-être l'ombre de mon père. Voilà, ça s'arrête là. Vous et la musique, parce qu'on a compris que bon, un roman qui s'appelle Mélodie, Les Noces de Figaro très, très plaisantes, on retrouve Berg ou Beethoven ici ou là. Enfin, la musique est indissociable de votre... Parce que la musique est une présence constante dans ma vie, et la musique est quelque chose d'essentiellement important dans ma vie. Je ne suis pas musicien, mais j'ai toujours entendu la musique chez moi. J'ai un frère qui a 4 ans de plus que moi, qui a fait du violon beaucoup plus longtemps que moi, piano. Moi, au bout de 5 ans, j'ai abandonné mon piano. Lui, il a persévéré dans son violon, et puis voilà. Donc j'ai été bercé en quelque sorte par le son du violon de mon frère. Donc la musique est depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, très très présente et dans ma famille et en moi. Quand vous dites musique, c'est quelle musique, quel type? C'est la musique classique. La musique classique. Et ça aussi, sans doute, ça vient de mon père, parce que mon père était une sorte de résistant solitaire dans le contexte difficile de la guerre de 15 ans. Et pour s'opposer au fanatisme et au nationalisme fanatique plutôt de l'époque, il écoutait volontairement de la musique européenne, et en particulier la musique de Beethoven. Oui, c'est un souvenir qui m'est resté donc dans une langue venue d'ailleurs. Ça, c'est un souvenir que je n'ai pas vécu. Bien sûr, ça vient de ma mère. Et au moment où, quand elle a rencontré pour la première fois mon père, il écoutait la symphonie pastorale de Beethoven. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question directement à Kira? Il y a un micro baladeur. Madame, pardon. Merci. Bonsoir. Après vos premiers essais écrits en japonais, vous n'avez écrit qu'en français, ou est-ce que vous jonglez un petit peu sur les deux écritures? Ma vie est cassée en deux. Donc mon premier livre date de 2011. Donc jusque-là, j'ai publié en japonais, à part un assez grand nombre d'articles en français en tant qu'universitaire, faisant partie de la communauté internationale des francisans. Ça, je mets à part. Oui, cette partie. Et comme livre, j'ai écrit 6 livres en japonais avant de passer à l'écriture en français. Et depuis 2011, j'ai le sentiment d'avoir suspendu en quelque sorte mon activité d'écriture en japonais. Donc j'écris quasi exclusivement en français. J'ai fait une petite exception en 2017. J'ai écrit un texte en japonais sur le politique japonais, c'est-à-dire la manière de coexister avec autrui. C'est ça ma définition du politique, hein. Pas de la politique, du politique, la manière de coexister avec autrui, donc la manière de créer une communauté nationale. Et j'ai écrit un texte sur ce sujet, sur l'invitation d'un éditeur. Ça, c'est une parenthèse, c'est une exception. À part cela, voilà, depuis 2011, j'ai écrit 6 livres. Des livres qui sont traduits en japonais ? Non. Bonsoir et merci pour cet entretien. Je suis là. Ah, bonsoir. Je voudrais revenir sur les remarques de Bernard Manier sur le questionnement autour du style, en fait, à partir de l'idée des phrases de Sonny Laboutancy sur à la fois la location de la langue et le fait qu'il était peut-être participant des travaux et
et de la réfection de la maison. Et j'aimerais vous poser une question sur votre style. Est-ce que vous avez trouvé votre style rapidement? Vous vous êtes posé des questions sur la distance ou pas à avoir par rapport à peut-être un classicisme, disons. Quand on connaît l'écriture de Sonny Laboutancy, on sait bien il a choisi vraiment le baroque avec une langue très ébouriffante et ébouriffée, j'ai envie de dire. Donc voilà, je voulais vous poser une question sur le style. Est-ce que vous avez tourné autour de quelque chose avant de vous fixer? Et jusqu'où est-ce que vous On me dit que j'ai un style, oui. Osé? On me dit que j'ai un style. Mais pour répondre à votre question, je dirais que comme personne ne parle français au Japon, hein, je suis entré dans l'univers de la langue française par la porte de la littérature, en quelque sorte. Très vite, j'ai essayé d'imiter le style d'un écrivain. C'est devenu une sorte de plaisir. C'est-à-dire, dès la 3e année, quelque chose comme ça, à l'université, j'ai commencé à... Je ne sais pas combien d'auteurs j'ai lus. Dans un premier temps, j'ai lu Camus, j'ai lu Passant, j'ai lu Zola, j'ai lu un grand nombre d'auteurs, Rousseau, Diderot, Voltaire. Alors, l'idée m'est venue d'essayer d'imiter le style de chaque écrivain que je lisais. Donc je me suis fait un cahier de pastiches, et c'était une manière d'apprendre le style littéraire, les détails, les tics de langage de certains écrivains. Et c'était un plaisir inégalable pour moi d'essayer d'entrer dans la peau d'un écrivain ou dans le style d'un écrivain. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'apprendre l'écriture, la manière d'écrire. Et petit à petit, je me suis forgé un style, quelque chose de très personnel sans doute, et c'est ça qui a attiré l'attention de mes 3 éditeurs, Monsieur Pontalis, Roger Grenier, Jean-Marie aussi. Voilà. Donc c'est un style, à mon avis, très classique, qui est commandé qui est nourri. Je suis nourri de grands modèles littéraires. Et en particulier du XVIIIe. Peut-être. Le XVIIIe, c'est le siècle que j'ai fréquenté le plus. Donc peut-être c'est un style totalement vieillot pour... c'est pas exactement ça que j'ai voulu dire. En fait, excusez-moi d'insister un tout petit peu, c'était pas dans le style que j'aurais dû dire la langue. Est-ce que vous vous êtes posé des questions de respect ou d'irrespect à l'égard de cette langue? Est-ce que vous vous êtes parfois proposé de la tordre, de la distordre? Bien sûr, le respect, c'est ça que je veux dire. Évidemment, apprendre cette langue, ça présuppose un immense respect à l'égard de... Le respect, c'est d'abord apprendre la grammaire, le système, comment ça fonctionne. C'était ça. J'avais un immense sentiment de respect à l'égard de la langue, ne serait-ce que pour l'appropriation des règles qui sont extrêmement strictes. Je crois que l'acquisition de ces règles n'est jamais terminée, à mon avis. Donc mon sentiment de respect se poursuit, je l'ai toujours conservé, mais à partir d'un certain moment,
on a envie de jouer aussi avec la langue, on a envie d'un peu, comment dire, de contourner des règles extrêmement strictes. Voilà, quand je parle de ça, il y a un exemple qui me revient tout de suite. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. C'est quand j'ai écrit Mélodie. Donc il s'agit d'un animal, d'une chienne. Et il a fallu que je parle de cet animal. Et il a fallu que je parle de... Parce qu'elle a eu 9 petits. Hein, j'ai accompagné son accouchement. Et j'ai voulu parler de son visage. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Le français est là-dessus extrêmement strict. Il y a une séparation extrêmement rigoureuse entre le vocabulaire humain et le vocabulaire animal. On ne peut pas dire que Mélodie a accouché. On peut pas parler du visage de Mélodie. On ne peut pas parler des mains de Mélodie. Mais j'avais envie de parler des mains de Mélodie. Et j'avais envie de parler du visage de Mélodie. J'avais envie de parler de son accouchement. Voilà. Donc, dans Mélodie, parfois j'ai osé. Donc j'ai transgressé la règle, une des règles de la langue française. Ce sont des transgressions très respectueuses quand même, par rapport à Sonny Laboutansi, qui était au contraire quelqu'un qui voulait installer le chaos dans la langue par une sorte de revanche. C'est pour ça que j'avais fait le rapprochement entre vous deux. Moi, j'aurais encore 2 ou 3 questions, à moins que je prive quelqu'un. Ah, oui, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question parce que vous êtes japonais. Vous écrivez, vous êtes au Japon, mais vous écrivez dans une langue étrangère. Vous réfléchissez en français, vous réfléchissez en japonais et traduire en français. Ah non, je ne traduis jamais en français. Tout se passe directement en français. Même si ça se passe au Japon. Même si ça se passe au Japon. Donc oui. Les Japonais, quand vous écrivez en français, parfois, ils parlent en français. Oui, mais j'écris directement en français, mais quand une scène se passe au Japon, ça m'est arrivé d'ailleurs en écrivant Mélodie. Justement, voilà. Mélodie, malheureusement, elle n'est jamais venue en France. Elle était condamnée à rester au Japon. Donc chaque fois que je venais à Paris, c'était un déchirement. C'était très très difficile, la séparation. Voilà. Alors donc tout le contenu narratif de Mélodie se déroule au Japon. Donc je décris un jardin japonais, un paysage japonais, etc. Et puis des comportements de certaines personnes, etc. Alors, mais en essayant d'écrire en français, parfois, j'ai fait l'expérience d'un mot qui manque en français. Ouais, parce que ça manque toujours. Voilà. Donc j'ai introduit le mot japonais pour voilà, donner une explication, une paraphraser, etc. Mais dans un premier temps, tout se passe en français. Par contre, quand j'écris en japonais, parfois j'ai le sentiment de passer par la langue française. Ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question pour avoir lu votre livre « Âme brisée ». C'est un point historique. Je voulais savoir s'il était possible, pendant la Seconde Guerre mondiale, que Japonais et Chinois puissent se rencontrer pour jouer ensemble. Oui.
C'est en Oui. 1938. En 1938, oui. oui. Le Japon était en guerre contre la Chine. Et évidemment, tout de suite après l'éclatement de la guerre sino-japonaise, il y a beaucoup de Chinois qui sont rentrés en Chine. Donc la population estudiantine chinoise a diminué considérablement, mais il y avait à l'époque un centre culturel sino-japonais ou nippo-chinois qui travaillait énormément pour les échanges d'étudiants. Et j'ai pu consulter les documents de ce centre. Et la population estudiantine a diminué de façon assez spectaculaire, mais ce document montrait qu'il y avait des Chinois qui étaient restés. Donc je me suis appuyé sur ce fait. Et puis, bon, parmi eux, je ne sais pas s'il y avait des musiciens, des amateurs. Ça, c'est le romancier. C'est le romancier. Oui, oui, c'est ça. Peut-être... Pardon. Bonsoir, merci Bonsoir. pour ce soir. Plus tôt, vous avez parlé d'agitation linguistique du Japon quand vous étiez au lycée. Est-ce que vous avez renoué depuis avec la langue japonaise? Est-ce que vous appréciez la littérature japonaise? Comment dire, ce n'était pas une rupture. Et puis, comment dire, la langue d'origine, de toute façon, elle est ineffaçable. Je ne peux pas l'arracher. Elle est inscrite en moi de façon, je dirais, verticale. Donc, ce n'était pas une rupture, c'était une sorte de mise à distance. Et oui, le fait que j'ai écrit 6 essais en japonais, quand je suis devenu enseignant à l'université, et puis je continue à lire la littérature japonaise. Par exemple, la lecture de Natsume Soseki ou Soseki Natsume me procure chaque fois un immense plaisir et puis un immense respect. Je pense que c'est un des plus grands écrivains de la modernité japonaise. Donc et puis je lis un certain nombre de critiques aussi, des penseurs japonais importants qui me permettent de réfléchir sur ce qui sépare le Japon de la civilisation occidentale. Je donne quelques exemples. Je pense à 2 penseurs immenses dans le domaine de la pensée japonaise. D'une part, un penseur, tous les 2 ils sont morts, Maruyama Masao Maruyama, et l'autre Kato Shuichi. Voilà. Donc ce sont des gens que je ne cesse de relire en japonais. Et puis Natsume Soseki, c'est un romancier que je ne cesse de relire. D'ailleurs, je suis venu avec ses livres à Paris. Peut-être une avant-dernière question. Je vais vous citer. Vous dites un personnage d'un amour de Milan dit, plus exactement, « Ça me sort de ma langue qui a fait de moi quelqu'un que je n'aime pas. » Le fait d'utiliser le français. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous aimez un peu plus? Oui, mais parce que vous opérez une identification parfaite entre moi et le personnage. Bien sûr. Oui. Oui, comment dire, la fonction de la littérature, ça consiste à pousser une expérience à l'extrême. Voilà, c'est un peu ce cas-là. C'est un Japonais qui à la fin de sa vie, tente d'écrire un livre sur sa femme, sur les souvenirs de sa femme. Et c'est au cours d'un entretien avec sa fille qu'il dit ça. Oui. Parce qu'il a choisi d'écrire en français, non pas en japonais. Et oui, certainement, il préfère le moi qu'il s'est constitué à travers la langue française au moi qui était déjà là, ou qu'il a
élaboré au cours de son existence en japonais. Et il préfère, s'il fallait choisir l'un des deux mois, il fallait choisir le mois français. C'est ça. Et oui. Est-ce que je dirais la même chose? Peut-être oui. Finalement, j'avais pas tort donc de faire oui. la transposition. Oui, bon. Tu as raison. Peut-être. Ah, pardon. Oui, madame. Pardon, petite question. Pourquoi vous vivez au Japon? Est-ce que vous ne voulez pas écrire en français en France, dans un paysage français, par exemple? Ça ne me gêne pas. Écrire tout en vivant au Japon, ça ne m'a jamais gêné. Pour moi, vivre en France, ce n'est pas une nécessité absolue pour écrire. Pour écrire, ce n'est pas une nécessité pour moi. Je peux écrire en français tout en vivant au Japon. Cela dit, je viens souvent en France. Hein. Maintenant que je suis à la retraite, je passe la moitié de l'année à Paris. 5 mois, 6 mois. Cette fois-ci, je suis arrivé à Paris à la fin du mois de juillet. Et donc ça fait plus de 3 mois et j'aurais passé certainement plus de 4 mois d'affilée. Donc, et au printemps, je reviens encore une fois en février et mars. Voilà. Et je reviens très souvent et je viens partager la vie de mes amis. Et puis, dès que j'arrive à Paris, je vais chez Gallimard et puis j'entretiens des relations quasiment permanentes avec mes amis français. Donc le fait de vivre au Japon, à Tokyo, ça n'a jamais été un obstacle pour moi, pour l'écriture en français. Pourquoi je continue à vivre à Tokyo? C'est très simple. Hein. Dans ma famille, personne ne parle français. J'ai encore ma mère qui a 95 ans qui vit là-bas. Et puis j'ai la famille de mon frère. Mon frère est historien, spécialiste de l'histoire du Japon, de la pensée japonaise, du système juridique japonais, etc. Et puis j'ai une relation quasiment fusionnelle avec mon frère. Donc le fait de vivre à Paris, c'est un peu comme si je laissais tomber ma famille. Donc mais est-ce que le Japon sera toujours un pays vivable? Je sais pas. L'air japonais sera toujours respirable? Ça, c'est une autre question. Si l'air japonais devient irrespirable, peut-être je serai ici. Je sais pas. Daniel Pénac répond un tout petit peu à ça dans sa préface. Il dit ceci, en parlant de vous, « Et le voici à ce point familier de notre langue qu'il ne l'est plus vraiment de la sienne. Presque français et plus tout à fait japonais. Presque français car le français qui se parle ne se laisse jamais tout entier possédé par une oreille née ailleurs. Plus tout à fait japonais car ce qui se pense désormais en lui, il doit le traduire en sa langue natale, inadapté à sa structure même de sa pensée. » Vous êtes assez d'accord? Et vous-même, alors là c'est vous qui parlez, vous dites « Je pourrais maintenir mes interlocuteurs français un certain temps dans l'illusion de se trouver face à un francophone natif. Mais assez vite, ils s'apercevraient que je ne suis pas de leur pays. » Vous ne pensez pas que de plus en plus, on ne s'en apercevrait pas, justement? Avec le micro, c'est mieux. Ah, pardon. Daniel a raison de souligner que je ne suis pas tout à fait français, et puis je ne suis plus tout à fait japonais. Et j'occupe peut-être un espace intermédiaire qui se trouve entre les deux, et je navigue entre les deux, et en naviguant entre les deux, et en traversant cet espace qui est immense, je fais l'expérience de la liberté.
Joli mot pour terminer une rencontre. Je voudrais juste évidemment vous remercier les gens qui sont venus et vous inviter, donc on en a parlé tout à l'heure, à la prochaine rencontre. Je viens de loin, j'écris en français, autour de Samuel Beckett, en précisant que cette rencontre aura lieu le 10 décembre à 19h30, mais qu'elle aura lieu au Centre culturel irlandais. Et il sera donc là aussi question de cet homme qui a vécu lui aussi entre deux langues et qui a été une sorte de pionnier de ces écrivains qui ont changé de langue et qui ont continué d'écrire dans l'une et l'autre langue dans son cas. Merci beaucoup Akira. Vos livres sont sur la table de la librairie à la sortie de cette salle et ils ne demandent qu'à être achetés, éventuellement dédicacés et surtout lus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Bernard. Merci beaucoup.